Ce n'est pas dans mes habitudes de commencer en retard, mais vu les conditions climatiques, je propose d'attendre quelques minutes encore. Merci. On t'attendait, Denis. Je ne pas me dépanner. Et j'ai été un peu éclairé finalement avec ça, mais nous on a un fournisseur qui développe le transport flamand. Et on s'arrange bien avec la banque, on va faire oui, ben en attendant, je suis déclaré par l'homme aussi. Et ils ont terminé. Ah ben, on peut attendre parce que la caisse, c'est le chef de service. La caisse avec l'instruction d'abord le prix avant. Après, on a été un peu réduit, ça rien. Mais la frappe de marché, ça va bien. Puis nous, on fait le marché pour les transporteurs. Parce qu'ils connaissent le monde. Ça fait 30 ans pour les. Avant, c'est lui qui fournissait d'ailleurs. Vous avez un marché pour les porter? Ah bon, c'était le cap privé. C'est 3 ans que je suis sorti.
T'attendez. Salut François. T'attendez. Et d'abord, ils ont chacun leur circuit. Moi, je les appelle pas dans une là. C'est que ça sera fait. Voilà. Je pense que la majorité d'entre nous est présente. Avant de commencer ce conseil de début d'année, je tiens à souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous le meilleur pour 2024, tant sur le plan familial que professionnel et politique, puisque vous le savez, nous sommes dans une année électorale. Souhaitons également le meilleur aux citoyens de notre province et, bien entendu, développons cette année encore, comme les autres années, des beaux projets pour nos citoyens. Voilà. Alors, sont excusés pour ce jour. Moi, j'ai Véronique Balthazar qui est malade, ainsi que Annick Bradfer. Vincent Autos signale qu'il arrivera avec du retard. Il y a d'autres absents signalés? Non? Je vous remercie. Alors, la parole est à Monsieur le Directeur général pour le dépôt des dossiers. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur votre bureau les projets de résolution qui vous ont été communiqués via le portail du Conseil provincial. Merci, Monsieur le Directeur général. Je procède à l'appel nominal par vote électronique. Je vous remercie. Alors, au niveau des représentations, nous avons un mandat impératif à donner aux délégués de la province pour rapporter les décisions à l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunal Image. Vous avez éventuellement des questions? Donc, on peut passer au vote. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Projet suivant, enseignement et formation. On vous propose de conclure une convention d'accompagnement et de suivi en vue de l'élaboration de l'annexe au plan de pilotage relatif au pôle territorial. C'est Nathalie qui va nous présenter ce point. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit plutôt d'une annexe et pour ajouter le pôle territorial provincial à son école à laquelle elle est rattachée, donc à savoir Aite. Et le fait d'être rattaché permettra d'avoir un soutien et un travail avec le CECP. Alors, c'est peut-être l'occasion aussi de faire le point. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le pôle territorial travaille avec 32 PO, donc ça veut dire 32 communes de la province. Ça fait 75 directions différentes. Ça fait 156 implantations scolaires pour un total de 12 497 élèves répartis dans ces écoles. Je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que le seuil minimal pour ouvrir un pôle territorial est de 12 300 élèves. Donc voilà, on est quand même assez juste et il ne faudrait pas qu'un partenaire nous quitte, sinon, voilà, on va poser la question. Alors, on a 36 intégrations actuellement dans le pôle, donc c'est ceux qui étaient anciennement suivis par les écoles. Alors, on a 6 nouvelles intégrations, donc ça en fait 42. Et alors, les principales missions, donc ce sont ces intégrations-là, donc c'est des prises en charge des enfants de manière individuelle dans l'école normale.
il y a des suivis individuels aussi de troubles sensorimoteurs, donc déficiences physiques, visuelles ou auditives. Et donc là, on a 22 suivis pour cette année. On a aussi des demandes de mise en place d'aménagements raisonnables. Donc c'est comment aménager sa classe pour pouvoir accueillir un enfant avec un trouble. On participe aux réunions d'évaluation des aménagements mis en place. Il y a des collaborations avec les centres PMS, avec d'autres services extérieurs aux écoles. On a des demandes d'animation pédagogique pour sensibiliser les équipes éducatives, mais aussi les élèves, donc à ce que c'est qu'une perte auditive ou visuelle. Des mises en place d'ateliers Vie ma vie de 10, donc ça c'est en collaboration avec le CECP. Alors à l'heure actuelle, en plus du coordinateur, on a 12 équivalents temps plein qui travaillent dans l'équipe et on a encore eu des nouveaux points de financement pour des élèves à troubles sensorimoteurs et donc là on va avoir donc l'engagement de temps plein supplémentaire et on a vraiment une équipe pluridisciplinaire, hein. On a 5 logopèdes, 3 institutrices primaires, un instituteur préscolaire, un neuropsychologue, un psychologue, un ergothérapeute, une puéricultrice et alors on va encore engager. Alors on a 2 équipes de travail, une dans le nord, donc sur Marlois, et une dans le sud, pour justement se répartir beaucoup plus facilement. Et voilà, et donc là, le gros travail en ce moment, c'est le plan de pilotage, donc c'est ce qui est sur la table aujourd'hui, et alors c'est pour dégager des actions pour encore s'améliorer. Alors, il y a le plan de formation aussi, donc ce plan de formation pour les acteurs du pôle, mais aussi pour les écoles coopérantes, parce qu'elles sont en attente, elles ont des besoins de formation très spécifiques. Alors, récemment, on a organisé un colloque à la Haute École Robert Schuman, et donc là aussi, nos équipes, que ce soit Alter Ego ou que ce soit l'équipe du pôle territorial, amènent son expertise qui est très précieuse. Et on forme aussi les futurs comme l'école à CES de l'Église. Et donc on forme l'équipe éducative justement pour pouvoir accueillir des enfants spécifiques. Et alors on fait aussi des ateliers pour les écoles coopérantes pour aider à la formation. Voilà. Je pense que globalement j'ai fait à peu près le point, mais je pense que c'était quand même intéressant de vous revenir et que c'était l'occasion aujourd'hui. Merci Nathalie. Y a-t-il des questions, des demandes de précision? Dominique. Ce n'est pas ni question ni précision, c'est simplement indiquer que d'après les retours que j'ai au niveau de nos écoles rochoises, ça se passe très bien. Voilà. Je crois qu'on n'a pas non plus des dossiers compliqués chez nous, mais en tout cas pour l'instant ça se passe franchement bien. Donc moi, tu sais Nathalie que j'avais quand même soutenu aussi cette démarche. Hein. On a un nombre d'élèves qui est quand même tout juste. Il ne faudrait pas qu'on perde d'élèves et donc qu'on ne perde pas d'école au niveau notamment communal, parce qu'on se doute bien qu'au niveau provincial, toutes les écoles vont adhérer, ça c'est une évidence. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment rester très attentif à ce niveau-là. On sait qu'on a une expertise d'une qualité indéniable, reconnue partout au niveau provincial. Donc il faut vraiment qu'on conserve cet outil-là, ce beau projet-là, et que à l'avenir, on soit certain que nos communes puissent participer au niveau des pôles territoriaux avec le système provincial. Merci Dominique. D'autres demandes de parole? Je vous propose de passer au vote. Fermeture des votes, unanimité. Je vous remercie. Point suivant, où on vous propose de modifier le statut administratif du personnel non enseignant ainsi que l'annexe au règlement de travail, dispositions relatives aux absences pour maladie. Stéphane nous présente ce point. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc il y a effectivement 2 points de modification par rapport au statut administratif du personnel non enseignant. Donc le premier, c'est justement juste une précision par rapport à ce qui concerne le traitement que l'on reçoit en position de disponibilité. Comme vous le savez, on reçoit 60% de son salaire lorsqu'on est mis en disponibilité, mais ici on précise bien que c'est 60% du traitement brut auquel l'agent aurait eu droit s'il avait été en position d'activité. Donc c'est une précision qui est en conformité avec le Code de la fonction publique wallonne. Deuxième point, il concerne les prestations réduites pour raison médicale.
Donc vous avez, c'est un système qui est mis en place pour les personnes qui ont été malades avec une certaine durée et pour leur permettre de reprendre pied dans la vie active. Et donc ils ont un régime de pouvoir travailler à mi-temps sous certaines conditions. Normalement, dans ce régime, on doit travailler un demi-jour par semaine, un demi-jour, mais tous les jours de la semaine. Mais dans la pratique, on constate que parfois, on rassemble ces jours sur 2 jours et demi. Et donc, il y avait une différence quand les personnes voulaient prendre congé, parce que bien évidemment, pour un mi-temps, ils devaient prendre un jour complet de congé. Et donc ici, on veut un peu justement essayer d'équilibrer et d'uniformiser le système. Et le but, c'est de proratiser les jours de congé. Et donc, que les personnes qui sont réellement travaillent une demi-journée ne prennent qu'une demi-journée de congé lorsqu'ils souhaitent prendre congé. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'uniformiser le système, de ne pas avoir différence sur base du nombre de jours qui est travaillé par les personnes qui sont sous ce régime. Donc voilà. C'est ce qui est mis aujourd'hui dans les modifications, donc qui sont vraiment une adaptation par rapport à la vie réelle de nos agents. Merci Stéphane. Demande de parole. Je propose de passer au vote. Fermeture des votes, unanimité. Merci. Point suivant, où on vous demande de prendre connaissance du nouvel organigramme général provincial. Nathalie. Voilà, donc il y a juste une seule modification et c'est dans le pôle culture, accompagnement, enseignement et formation. Donc auparavant, il y avait une inspectrice et 3 directeurs et elle faisait fonction aussi de directrice au niveau de l'IPF, donc de l'Institut provincial de formation. Et donc il nous semblait beaucoup plus pertinent de se consacrer entièrement à l'IPF et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'inspection mais directement 4 directeurs pour chaque. Donc un pour la culture, un pour l'accompagnement, un pour l'enseignement et maintenant un pour la formation. Merci Nathalie. Des questions? Je vous propose de passer au vote. Unanimité, je vous remercie. Culte et laïcité, on doit émettre un avis sur le compte de la mosquée de Bertry. Stéphane. Oui, voilà, donc c'est le compte 2022 de la mosquée Ayoub Sultan de Bertry. Donc on a reçu un dossier en janvier. Après analyse, il y a 2 remarques importantes à faire, mais puisque évidemment le reliquat du compte 2021 n'a pas été intégré. Or, celui-ci s'élève quand même à un montant de 7 390,21 €. Et en plus, il y a la contribution aussi pour les dépenses communes dues par la SBL qui s'élève à 1 845 €. Donc, sur base de ces modifications, les recettes ordinaires et extraordinaires s'élèvent maintenant à un montant de 10 438 € et les dépenses à 3 754 €. Donc, ce qui fait que le compte de la mosquée se clôture par un bénéfice de 6 683 € qui sera bien évidemment reporté sur l'exercice 2023. Donc, on propose, sur base de ces modifications, d'apporter un avis favorable sur le compte 2022. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions? Dominique. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Stéphane a bien expliqué les choses. Et moi, je m'étonne quand même, quand je lis ces documents-là, que de l'intégration du résultat du compte précédent ne soit pas intégré et que ce soit eux-mêmes qui ne le fassent pas. Alors, je ne vise pas spécialement ce compte-ci, mais je constate que ce genre d'erreur, qui me semble quand même assez lourde, se répète. C'est quand même fondamental, ça. On sait que, et je pense qu'ils ne peuvent même pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience, d'une manière générale, puisque ça se répète. Donc, ils savent bien qu'ils doivent intégrer le résultat du compte précédent, et chaque fois. Et donc, moi, je le constate aussi au niveau communal. Ça demande quand même du travail au niveau des fonctionnaires provinciaux. Et ce travail-là, évidemment, c'est bel et bien le contribuable qui doit aussi le payer.
Alors que cette erreur-là me semble très facile à éviter. Voilà, la règle est assez simple, elle est fondée sur une règle législative que chacun peut comprendre. Donc, pourquoi encore répéter une erreur de ce type-là, quoi? Donc là, je crois quand même qu'il faudrait leur indiquer d'une manière formelle qu'on leur demande à avoir, au niveau de l'établissement de leur compte, un respect tout simplement de la règle et leur rappeler que les comptes antérieurs doivent être intégrés dans ce document-là. C'est pas plus compliqué que ça. Et que ça ne demande pas à chaque fois une relecture avec du temps passé par un fonctionnaire ici. Et encore une fois, ce que je constate ici, il n'y a pas que pour ces comptes-ci, hein, c'est d'une manière un petit peu générale. Alors, je sais que les personnes qui sont certainement que le trésorier en question qui fait ses comptes, ben, c'est un bénévole, et je sais que c'est compliqué de trouver des bénévoles, mais je crois quand même que leur rappeler des règles simples, c'est quelque chose d'important, tout simplement pour qu'on ne perde pas du temps. Je pense qu'il y a eu une grande amélioration, évidemment, par rapport à la gestion. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été nouveau pour eux, qui a dû se mettre en place, et les personnes ne sont pas toujours formées, mais on essaye d'améliorer de plus en plus, en tout cas c'est vrai, la constitution des comptes et des budgets au niveau des mosquées, mais pas uniquement, de tous les cultes. Évidemment, il y a l'accompagnement, mais voilà, c'est vrai qu'on constate parfois encore quelques erreurs, et peut-être qu'une idée serait de faire peut-être un vadémécum, ou en tout cas de bien rappeler les grandes règles à chaque fois qu'il doit établir, avec peut-être un contact préalable, comme maintenant on va le nouer avec les autres cultes. Merci à vous. Pas d'autres demandes de parole? Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Nous arrivons aux subventions. Vous avez reçu le rapport mensuel du Collège sur les liquidations par délégation, le rapport sur les subventions octroyées en urgence par le Collège, ainsi que les aides en nature. Alors, nous avons deux propositions de subventions. Une première pour l'ASBL Tramway touristique de l'Aisne d'un montant de 10 000 €. On peut peut-être donner une petite explication. Oui. Si vous voulez, donc l'objectif c'est de pouvoir rénover donc un locotracteur au niveau donc du tramway touristique de l'Aisne, et voilà, donc c'est vraiment pour continuer à privilégier et capitaliser sur ce bel outil touristique. Voilà, donc je pense que c'est un beau projet et nous sommes contents de pouvoir le soutenir. Merci. Olivier. Oui, moi, ce n'est pas par rapport au tramway touristique sur lequel je n'ai aucune remarque à formuler, parce que je trouve que c'était aussi un bel outil pour la province. C'est par rapport aux subventions en urgence. Donc, je vois qu'il y a une subvention de 4 992,02 € qui est allouée en urgence, mais on ne voit pas dans le dossier le motif de l'urgence, puisqu'on ne voit pas non plus la demande de subvention dans le dossier. Nathalie. Oui. Voilà, donc ici c'est dans le cadre de la coopération avec le Bénin et donc avec la région du Zou. Et donc on avait été se rendre sur place et on a été à la rencontre d'un groupement de femmes Ave Maria à Cové, pour un petit peu voir leurs conditions de travail. Et donc en fait ces femmes transforment manuellement de l'arachide en huile d'arachide et en galettes, et leur appareil, enfin leur machine était cassée, quoi. Et donc c'est ça qu'on a fait en urgence, un soutien pour pouvoir remplacer leur machine, quoi. Voilà. Okay. C'est parce que la machine est cassée qu'il y a l'urgence, quoi. Oui. Parce que ici ça n'apparaît pas dans le dossier. C'est vrai que oui. Et la demande n'apparaît pas non plus de subvention dans le dossier. Non, donc, tout à fait. Donc voilà. Okay. Sur le fond du dossier, il n'y a pas de souci. Mais... Oui, voilà, c'est ça, quoi. Okay. Merci. Merci. Pas d'autres questions sur ce point? Alors, nous avons une subvention sociale et santé. On propose d'octroyer une subvention en numéraire indirect de 4 000 € au profit de l'ASBL Solidarité Libramont, l'ASBL Antenne Solidarité de Fauvillers et l'ASBL Sarol pour nous de Gouvy. Donc ça concerne la prise en charge des assurances Omnium. Des demandes de parole? Je vous propose de passer au vote sur ces deux subventions.
Oui. Vous savez que le SBL Tramway Touristique est maintenant sous la protection des 2 communes concernées qui sont entrées en force dans la SBL. Et donc, la répartition en fait, des postes fait que Erosley occupe pendant 2 ans la résidence et que j'ai ce plaisir. Et donc, je préférais ne pas participer personnellement à ce vote. Voilà. Merci Michel pour ces précisions. Donc, fermeture des votes. Non, tout le monde n'a pas encore voté. Dans un souci d'objectivité, je dis ça évidemment, si je pouvais voter la subvention, je la voterais à 2 mains sans aucun problème. Il y en a encore qui n'ont pas voté. Fermeture des votes. Unanimité, merci. Voilà, c'est ainsi que se termine la partie publique de notre Conseil. Donc, je parle pour Lydie, pour la presse. Donc, 10h55 pour la Mercuriale. Merci.